Nous n'avons évidemment pas abordé tous les sujets que nous pourrions aborder, mais j'aurais trouvé dommage que la question assez neuve, assez 21e siècle, des originaux, du patrimoine de la bande dessinée, plus généralement, de sa conservation, de ses présentations, de ses incidences et des transformations qu'il apporte peut-être dans le champ de la bande dessinée, y compris dans le travail des auteurs. J'aurais trouvé dommage que ce sujet très contemporain ne soit pas abordé. On va d'ailleurs avoir un élément neuf avec la grande exposition que le Centre Pompidou présentera à partir du mois de mai prochain. C'est une date, c'est un symbole. Et donc, pour évoquer ces sujets, vous devriez être trois, mais Anne-Hélène Haug ne sera présente qu'à distance à travers une petite vidéo. Un problème de santé l'a empêchée d'être présente. Je vais donc faire une toute petite introduction avant de vous passer la parole. Longtemps, l'original de bande dessinée a subi des mauvais traitements. On peut se souvenir des pages magnifiques de Winsor McCay, mais c'est le cas de bien d'autres pionniers de la bande dessinée, des pages mal conservées qui ont pris l'humidité, qui pour certaines ont moisi, qui pour d'autres ont été découpées plus ou moins maladroitement par le fils de Winsor McCay qui voulait créer de nouvelles pages. Lui qui avait servi de modèle à Little Nemo n'était pas tout à fait à la hauteur du talent de son père. À d'autres moments, on le sait, les dessinateurs devaient se battre pour récupérer leurs originaux, y compris dans des grands journaux. Aux États-Unis, souvent, on n'y pensait même pas, mais dans une partie de la presse, l'original pouvait servir, si pas à caler un meuble, parfois à faire des essais de mise en couleur. La situation s'est évidemment transformée totalement ces dernières années à travers l'apparition de galeries spécialisées, mais aussi des grandes ventes, des ventes parfois spectaculaires et qui ont permis à la bande dessinée, je disais qu'on en parle peu dans les médias, mais quand un original se vend plus de 2 millions d'euros, là tout d'un coup tous les médias sont présents et ça a pu donner naissance à des polémiques, par exemple cette esquisse de couverture d'Hergé avait-elle été offerte ou retenue, ou on avait oublié de la rendre? Avait-elle été pliée par Hergé lui-même ou pliée par le jeune enfant qui la possédait? Je vous rassure, elle avait été pliée par Hergé lui-même, qu'il avait glissé dans une enveloppe à son éditeur Charles Laine pour lui demander si ça le satisfaisait comme projet de couverture. Bon, vous voyez que la fétichisation de l'original, même chez des grands auteurs, n'était pas toujours là. Et puis, quelquefois, et Françoise Kuyten, qui a suivi de très près ces affaires, en parlera certainement, les cotes atteintes par certaines planches importantes, la dilapidation de certains héritages qui auraient pu être sacralisés, comme dans le cas d'Edgar Jacobs, donnait lieu à des scandales. Dans le même temps, on voit pour des jeunes auteurs et autrices sur des sites ou dans des galeries la vente d'originaux devenir un complément de revenus très important en même temps qu'une façon de faire connaître son travail. Donc grande disparité quelquefois entre cette manière de faire connaître son travail et les cotes et les polémiques insensées. On l'a vu aussi, on l'a remarqué particulièrement à travers de très grands auteurs japonais, les rétrospectives, notamment celle d'Angoulême, autour d'auteurs patrimoniaux comme Tsuge, mais bien d'autres, ont attiré un public énorme qui véritablement se colle aux originaux et les scrute longuement pour découvrir leur beauté et leurs secrets. Donc tout cela fait que la bande dessinée, art de la reproductibilité technique, et qui reste un art de la reproductibilité technique, est devenu aussi un art de l'original. Alors, Anne-Hélène Haug, qui a longtemps travaillé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et y a monté de très belles expositions autour de la bande dessinée, puis s'occupe aujourd'hui du musée de la bande dessinée d'Angoulême, nous en dira quelques mots dans une petite vidéo, si la technique ne nous lâche pas.
François Skeuten, que je pourrais difficilement présenter, plus difficilement encore, vous voyez, mais François a à la fois eu une activité d'exposition d'originaux et parfois de vente, y compris de vente d'un ensemble de grandes illustrations, et en même temps, avec moi, a souhaité donner plusieurs albums, des albums entiers, à la BNF d'une part, à la Fondation Roi-Baudouin d'autre part, et à quelques autres institutions. Donc 2 rapports aux originaux qu'il sera intéressant d'interroger. Quant à Jean-Baptiste Barbier, il est dans le métier depuis longtemps, c'est un grand expert et connaisseur des originaux de bande dessinée, parce qu'il faut quelquefois s'y retrouver, c'est un domaine où les faux ne sont pas rares, où les impostures sont fréquentes, et il dirige une très belle galerie qui peut faire la part belle aussi bien aux auteurs les plus connus, les plus flamboyants, les plus exposés, qu'à de nouveaux talents qu'il faut faire découvrir. Donc voilà, on leur posera à l'un et à l'autre un certain nombre de questions. Et je vais, dans un premier temps, vous faire entendre l'intervention liée au musée de la bande dessinée d'Angoulême, l'intervention d'Anne-Hélène Haug, qui dure 6 minutes 30. Je vous préviens tout de suite. C'est la tâche du musée de permettre un regard, si possible un regard nouveau, un regard élargi sur ce qu'est la bande dessinée. Alors, plus concrètement, que faisons-nous au musée? Eh bien, nous faisons effectivement de l'exposition permanente. Voilà, nous avons un parcours permanent et je vais me permettre de vous commenter des images immédiatement. Donc, au début, lorsque le musée a ouvert dans ce nouveau lieu des chais sur les quais de la Charente en 2009, voilà l'aspect qu'il avait. C'était très hiératique, avec des plafonds assez bas. De toute façon, la salle a des plafonds assez bas, ses piliers. Et donc, l'idée était de faire un musée-bibliothèque avec une assise, des assises. Il y avait plusieurs assises circulaires assez grandes. Et au milieu, ce que vous voyez là, ce sont des dispositifs pour les livres, pour ranger les albums de bande dessinée offerts à la lecture et qui ressemblent à des petites bobines. Donc, si on regardait de haut, en fait, le plan du musée, c'est comme si on était face à des bobines de films qui seraient activées sur leurs axes, qui tourneraient sur leurs axes ici. Et autour se trouve donc, dans ces vitrines circulaires, la bande dessinée. Il y avait aussi des images qui étaient tout le long, sur des grands pans, sur des grands drops, qui faisaient qu'il n'y avait pas d'accrochage vertical de bande dessinée, mais que tout était présenté dans des vitrines que l'on ouvrait ainsi à l'horizontale, et tout était disposé dans ces vitrines. Ce système existe encore, nous n'avons pas encore les moyens de changer, de faire une refonte complète au niveau muséographique. C'est donc un système que vous trouverez. Cependant, depuis 2 ans, depuis même 2021, depuis avril 2021, nous avons éclairci, disons, changé le rendu plus dynamique, la visite du musée en retirant aussi certaines banquettes, ce qui permet au public un autre type de circulation. Et puis aussi en valorisant davantage les objets. Comme je vous l'ai dit, je me suis occupée d'autres types d'objets que de bandes dessinées. Et donc, pour moi, un objet se présentait nécessairement en position centrale, de façon à ce qu'on puisse tourner autour pratiquement et appréhender le rôle qu'il avait dans la vie de son propriétaire ou dans la vie de celui qui le regardait et qui l'utilisait. Nous avons donc égayé en quelque sorte et rajouté des chronologies également de parcours, mais dans l'ensemble, on peut dire que les lieux restent les mêmes. Pour poursuivre dans ce chemin, alors je reviens ici tout de suite pour vous montrer. Ici, nous avons un espace sur le scénario. Et nous aurons bientôt la seconde partie de cette salle d'exposition permanente qui sera également aménagée
pour compléter les thématiques que nous abordons, notamment les rapports avec le jeu vidéo et le cinéma d'animation, mais aussi diversifier par exemple, parler de la bande dessinée comme culture de la rue, parler de la bande dessinée comme culture avec les générations de lecteurs. Donc ça, et puis aussi le rapport au lettrage, le rapport à la couleur. Voilà, ce sont des sujets qui viendront s'ajouter dans les thématiques puisque c'est un work in progress. Donc là, c'est pour le parcours permanent pour lequel nous avons environ 1300 mètres carrés, pas tout à fait aujourd'hui, environ 1000 mètres carrés, puisque 300 mètres carrés sont à nouveau réservés au parcours permanent, aux expositions temporaires dans l'espace Calvo. Et là, vous en voyez un petit bout d'une exposition temporaire qui est sur la périphérie du parcours permanent et de l'espace Calvo. C'était une exposition temporaire consacrée à Baudouin. Alors, les projets que nous avons sont tout d'abord de poursuivre l'enrichissement des collections, puisque la valorisation, elle passe par les études des collections, également la mise à disposition des collections au public par le prêt. Et tout ça signifie qu'avant tout, ces collections sont enregistrées comme collections publiques, c'est-à-dire inaliénables, et qu'elles sont conservées dans les règles de l'art, c'est-à-dire un mois d'exposition, 1 an dans un tiroir. Hein, c'est une règle que nous n'arrivons pas toujours à respecter puisqu'il faut faire des rotations dans les expositions quand elles durent plus de 3 mois. Et puis, vous avez ici tous ces tiroirs qui permettent de ranger les œuvres par numéro d'inventaire. La collection aujourd'hui, si elle compte un peu plus de 9000 planches, en réalité, nous en avons plus du double. Parce que nous avons ces dernières 4 années, reçu des legs et des dons assez considérables. Le don Baudouin, 3800 planches. Le leg d'Annie Götzinger, 4000 dessins et planches. Nous avons également le dépôt de Frédéric Boilet qui nous a donné toutes ces œuvres, qui nous les dépose pour l'instant et les a inscrits dans son leg. Nous accueillons dans quelques jours le don de François Bourgeon qui nous donne également toutes ses œuvres pratiquement. Tous les originaux, toutes ces planches, les travaux préparatoires. Nous avons aussi de nombreux autres dons et soit par les ayants droit, les héritiers, soit par les artistes eux-mêmes, qui souvent rassemblent plusieurs centaines de planches, voire plusieurs milliers de planches, comme par exemple les planches de Mancini ou les planches de Jean Ferrazzini. Ce n'est que quelques exemples. Nous sommes en train, en ce moment, nous avons également une dation, la dation SMUR, qui nous a été transmise par la Bibliothèque nationale. Donc voilà, nous avons une brutale augmentation de nos fonds. Heureusement, nous en sommes très heureux. Et cela va prendre un certain temps avant que nous puissions tout inventorier et mettre à la disposition du public par des prêts, par des consultations, par des expositions. Voilà, nous regrettons évidemment que Anne-Hélène Haug ne puisse pas être parmi nous pour la suite du débat, mais je pense que c'était important à la fois cette fonction de présentation, on pourra éventuellement revenir sur la muséographie, dont d'ailleurs la Cité de la bande dessinée souhaite faire évoluer la forme, et aussi sur cette question des legs, des donations, etc., qui enrichit considérablement les collections. Mais donc nous allons mener cette discussion avec François et Jean-Baptiste. François, peut-être tu peux ouvrir sur la manière dont toi tu conçois l'original, avant même sa monstration, sa conservation, la question de tes propres originaux, le plaisir que tu as aussi à avoir des originaux d'un certain nombre de grands auteurs que tu gardes auprès de toi. Bref, comment situes-tu l'importance de l'original par rapport à l'imprimé, par rapport au livre? Oui, en fait, on n'a pas tous le même rapport à l'original, puisqu'il y a 3 cas. Ceux qui travaillent entièrement en numérique, sont quand même de plus en plus nombreux. Ceux qui mélangent, qui
travaillent sur papier et puis qui complètent en numérique les couleurs ou qui font des tas de choses qui parachèvent, je dirais, le travail sur le papier. Et puis un petit peu, je dirais, le dernier cas, qui est celui qui est le mien, un peu old school, je dirais, qui travaille entièrement sur papier, couleur, noir et blanc. Bon, effectivement, ça, c'est quand même de plus en plus rare, il faut le dire. Il y a une vraie évolution sur ce domaine. Et ce qui est certain, c'est que, en fait, on se rend compte du rapport à l'original avec le temps, parce qu'au début, quand on a commencé, comme tu l'as dit, on donnait les planches, on avait une certaine légèreté, parce qu'on croyait que les films allaient nous donner l'assurance de conserver la mémoire du travail. Puis on se rend assez vite compte que les films s'usent, que les éditeurs de journaux les prêtent, et tout ça s'altère, et on voit que donc l'éditeur lui-même revient vers l'original en disant tu n'aurais pas telle page pour la regraver. Donc au fur et à mesure, on prend conscience. D'autant que les technologies, quand même, en une quarantaine d'années, ont évolué de façon hallucinante, et les premières numérisations qui ont été faites quelques années après étaient parfois illisibles. Absolument. Donc il y a une prise de conscience au fur et à mesure que l'original reste quand même, pour cette école auquel j'appartiens, important. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte aussi ce pourquoi on a travaillé tant d'années, c'est pour faire des livres. C'est notre quête, c'est le livre. Et qu'il y a quelque chose d'un peu troublant à ce qu'à un moment donné, si vous préservez les originaux de certains livres et que vous ne faites pas attention, on disparaît plus vite qu'on ne le croit parfois, et que c'est les ayants droit qui vont altérer eux-mêmes cette cohérence que vous avez voulu préserver. Parce que le fisc va venir à un moment donné estimer qu'il y a là une part qui leur revienne. Parce que la bande dessinée a pris une valeur marchande qu'elle n'avait pas autrefois. Donc c'est un problème relativement récent, c'est un problème des 25-30 dernières années. Avant, tu as fait allusion au cadeau, par exemple, quand Hergé donnait un crayonné, il avait l'impression de donner une trace du travail, une étape du travail à un visiteur, et pas du tout de donner le trésor de Rackham le Rouge. Et c'est beaucoup plus tard que ces planches sont devenues des objets marchands. D'ailleurs, les premières fois qu'on voyait des planches de Jacobs, de Franquin, etc., dans certaines boutiques à Bruxelles, elles étaient scotchées sur le mur et se vendaient à des prix très bas. Donc ça, c'est une transformation très forte qui s'est faite à partir du regard sur l'original, mais à partir aussi de sa marchandisation. Oui, et alors donc il y a des effets conjoints, c'est que d'un côté, les galéristes nous ont aidés à payer le prix de la création. Parfois, les droits d'auteur ne suffisent pas, et vendre des originaux permettait simplement de continuer à travailler intensément. On a parlé du temps, et mon ami Bajram disait que quand on met beaucoup de traits, ça prend beaucoup de temps, je le reconnais, et ce temps-là, on veut le préserver. Donc on est partagé à un moment donné entre, d'un côté, il faut faire tourner le système, et d'un autre côté, est-ce qu'on arriverait à préserver les livres pour en faire d'autres? Dernièrement, on nous a édité une très grande version de La Tour, et on a pu le faire parce qu'on est reparti des originaux qui sont pour l'instant à la BNF. Donc, on est très, très, très partagé avec des tas de questions qui nous traversent. Et c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, effectivement, on a décidé de donner ces 1200 planches en fait, qui ont été données. Ça fait très bizarre de faire des gros paquets comme ça, et de mettre ça sur une table et de dire c'est à vous, vous pouvez partir avec. Et bon, on se sent plus léger, mais c'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Il y a des collectionneurs d'ailleurs qui m'ont dit mais tu es complètement fou de faire ça, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Et donc, oui, il y a quelque part, il nous manque quelque chose. C'est que moi, j'ai toujours pensé qu'on a besoin des galeries, mais on a besoin des institutions. Et sur ce sujet-là, les institutions, elles n'ont pas été vraiment là. Angoulême, bien sûr, c'est la seule référence, mais c'est quand même très excentré et c'est pas si facile. Et puis je trouve qu'on devrait un peu aider ceux qui donnent, trouver des astuces de défiscalisation, qui nous permettraient quand même d'avoir le sentiment qu'il y a un retour. Alors, on va revenir sur toutes ces questions, bien sûr, mais je voudrais
maintenant donner la parole à Jean-Baptiste Barbier à la fois pour nous dire comment il est entré dans ce monde des originaux et comment il a perçu son évolution au fil des années depuis qu'il pratique ce métier. Alors tout d'abord, je voulais remercier tout le public qui est là. Ça montre bien l'intérêt pour la bande dessinée et le colloque organisé par Benoît, que je remercie de m'avoir invité. Ça me fait bizarre aussi d'être là en préambule parce que je les ai vus il y a 30 ans en conférence, François et Benoît, et c'était un spectacle magnifique. J'en étais ému, c'était une de mes plus belles conférences. Et j'avais peur de ne pas avoir la parole entre les deux aujourd'hui. Donc voilà, je suis content de pouvoir m'exprimer. En fait, je pense qu'on est nombreux à avoir commencé par la même chose, c'est-à-dire déjà on est des lecteurs. Il n'y a pas de collectionneur d'originaux s'il n'y a pas de lecture à la base. C'est la lecture qui nous fait rêver et qui nous donne envie d'avoir une extraction de l'histoire chez soi, sur le mur, de pouvoir y participer comme ça. C'est ce qui fait aussi parfois la difficulté aussi des planches de bande dessinée, c'est que c'est une extraction de l'histoire, donc mettre ça au mur, ça nous parle à nous qui avons eu une émotion, ça ne parle pas forcément au niveau décoratif parfois. On a tous suivi, je pense, le même cheminement, on est des lecteurs, on a commencé à collectionner les éditions originales, les sérigraphies, et puis un jour on rentre dans une librairie, alors ça c'était il y a plusieurs années, parce que maintenant en effet c'est plutôt dans les galeries, et on voit un original soit encadré, soit punaisé au mur, comme le disait Benoît, et on demande timidement le prix, et on s'aperçoit en fait qu'on peut avoir une pièce d'histoire chez soi, ce moment d'émotion. Donc on commence comme ça, je pense, en tout cas pour moi ça a commencé comme ça. J'ai commencé par collectionner, et puis l'envie de rencontrer en fait les personnes qui nous ont fait rêver, ces artistes-là. Ce qui est assez fabuleux aussi en bande dessinée, c'est que les artistes sont très accessibles, en tout cas ils l'ont été pendant de nombreuses années. On pouvait, alors les mails n'existaient pas, donc il fallait envoyer des courriers. Moi, par exemple, j'avais envoyé un courrier à Druyet quand j'avais 13 ans. C'était un autre système, mais on était toujours bien accueillis. Il y a toujours eu cette gentillesse et cette bienveillance dans le métier, je trouve. Donc, ce qui nous a permis de rencontrer toutes ces personnes qui nous faisaient rêver, donc de leur acheter aussi parfois directement des originaux. Mais au fur et à mesure des années, en fait, l'intérêt grandissant de cette génération maintenant je dirais des 30-60naires, a fait qu'avec l'arrivée aussi du fait de pouvoir travailler, on s'est mis à acheter des originaux de manière normale. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, à Noël, dans vos cadeaux de Noël, sur une sélection de 10 cadeaux, vous mettez au moins, allez, je vais être généreux, 7 BD. Mais je suis sûr que vous en offrez au moins une bonne partie à Noël comme cadeau, c'est devenu normal. Alors qu'il y a quelques années, quand vous lisiez des bandes dessinées ou que vous lisiez Métal Hurlant et À suivre, bon, À suivre, ça a commencé à être vraiment la bande dessinée adulte. Pas au sens érotique évidemment, mais au sens mature. On a commencé en fait à normaliser la bande dessinée alors que c'était vu pour les voyous, les crétins, tous les débiles. Voilà. Donc ça aussi, ça a énormément changé. Maintenant, lire une bande dessinée, c'est normal. Dans le métro, vous voyez des gens lire des bandes dessinées, lire des mangas également. Tout ça fait partie de la culture populaire, pas dans un sens péjoratif, mais du peuple, de tout le monde. Et donc collectionner les originaux de bande dessinée, c'est devenu aussi quelque chose de normal, en dehors de l'aspect financier que ça représente. Comme le disait François, à une époque aussi, et même maintenant, vu la production qui est quand même très importante de bandes dessinées, un certain nombre d'auteurs ont besoin, en complément de revenus, de vendre leurs planches originales aussi. Ça constitue pour certains une part importante de leurs revenus, de leur seul moyen de vivre. Donc c'est devenu quelque chose qui s'est vraiment normalisé. Donc en plus, depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de galeries ont émergé sur un système plus de galeries d'art contemporain. Alors on n'est pas dans le système classique du white cube, avec des galeries très pures, avec très peu d'œuvres au mur, comme font toutes les galeries contemporaines comme Perrotin, Kamel Ménour, Gagosian. Mais il y a une exigence dans le milieu qui tend vers des plus belles expositions, des expositions ventes, mais qui sont extrêmement scénographiées également. Donc tout fait que les originaux ont une vraie valeur. Benoît et François rappelaient qu'on pouvait aller, enfin ils l'ont peut-être pas rappelé aujourd'hui, mais j'ai le souvenir qu'ils l'ont dit, on pouvait aller chez Dupuis ramasser des planches de Jerry Spring avant qu'ils les jettent à la poubelle parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. JG répondait pas à ces appels et donc ils ne savaient plus où stocker les originaux. Maintenant, ça c'est inimaginable évidemment, mais les originaux ont une vraie valeur artistique et financière. Qui ne fait que se renforcer à travers les systèmes de vente aux enchères, les systèmes de galeries. Il y a un phénomène aussi en ce moment qui est très frappant, c'est, tu me dis Benoît si je parle trop, hein, le marché américain s'est énormément développé. Depuis quelques années, les originaux aux États-Unis ont atteint des prix très élevés.
Vous avez Heritage Auction, qui est une grosse maison de vente aux enchères qui est basée à Dallas, qui fait plus de 180 millions de dollars par an en vente liée à la bande dessinée et aux originaux. Je pense qu'en Europe, confondu galeries, maisons de vente, grosses maisons de vente, on doit être entre 30 et 50 millions, les grosses années. Donc on est sur des écarts de prix énormes. Ça s'explique par le fait qu'aux États-Unis, on peut trouver extrêmement de pièces qui circulent, alors que nous, sur le marché européen, les belles pièces sont dans des collections ou dans des musées, pas trop dans les musées malheureusement, mais surtout dans les belles collections, et elles ne circulent pas. Or, aux États-Unis, par contre, elles circulent beaucoup. Il y a le phénomène aussi de la crypto-monnaie. Vous pouvez payer chez Heritage Auction en crypto-monnaie, ce qui fait que ça biaise quand même parfois aussi le prix des pièces. Mais avec le marché est très dynamique, on frôle les 200 millions de dollars par an, ce qui est énorme pour de la bande dessinée. En France, en comparaison, enfin en France, au niveau mondial, une galerie comme Emmanuel Perrotin fait un chiffre d'affaires de 200 millions par an à elle seule. Donc on est quand même sur des ratios très éloignés de l'art contemporain. Mais ça représente quand même des sommes d'argent importantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de départ. On va revenir sur différentes thématiques. Une chose qui est frappante, et vous pouvez sans doute y répondre l'un et l'autre, c'est ce privilège des collectionneurs privés et du marché par rapport aux institutions. François, tu y as fait allusion. On peut penser à de très grands musées français ou belges, ou peut-être même suisses, qui se sont tenus à l'écart de ce marché, se disant peut-être il y a Angoulême, il y a la Cité de la BD qui remplit la fonction. On peut parler aussi d'une certaine méfiance, voire d'un certain dédain des FRAC qui souvent n'ont pas acheté de bande dessinée, ce qui pourrait représenter un soutien important à des auteurs régionaux, mais on a l'impression que dans le monde de l'art contemporain, la pratique du dessin commence tout juste à être à nouveau admise et que la pratique de la bande dessinée est considérée comme peut-être mercantile. Toujours est-il que ça a créé une certaine particularité des collections, privilégiant des choses immédiatement, je dirais, flatteuses, séduisantes, au détriment peut-être d'œuvres exigeantes, importantes dans l'histoire de la bande dessinée, mais moins décoratives, ou d'auteurs qui ont joué un rôle stratégiques, on peut penser à Forest par exemple, mais qui ne sont pas entrés dans le marché de l'art de la même façon. Est-ce qu'on peut corriger aujourd'hui cette disparité? Comment, d'une certaine façon, raconter à travers le patrimoine conservé une véritable histoire de la bande dessinée et pas seulement une histoire des choses les plus immédiatement brillantes? Oui, le problème, c'est qu'à partir du moment où les auteurs, les dessinateurs, scénaristes n'ont en face d'eux que le monde marchand, et il est bien nécessaire, on l'a dit, le problème, c'est qu'ils prennent à un moment donné un poids qui peut devenir un poids presque éditorial, c'est-à-dire souhaiter que les planches soient faites sans les phylactères, ce qui pour moi m'a toujours outré, et à un moment donné, et dire, tiens, si tu faisais plutôt ça, ça serait plus facile à la vente. Et donc là, il y a le danger d'avoir une vraie déviance du métier lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des institutions, comme d'un équilibre entre les deux. Et vous aussi, les galeries en ont besoin, parce que c'est effectivement mettre un focus sur des auteurs qui sont moins rentables, mais qui sont incontournables. Et comme tu as parlé de Jean-Claude Forest, mais il y en a bien d'autres, et dont on regrette qu'on ne mette pas assez en avant l'extraordinaire talent. Et donc voilà, il y a là quelque chose à trouver et pour que se rééquilibre un petit peu ce monde. Parce qu'actuellement, dans le milieu artistique des musées, on peut trouver des originaux, évidemment, au musée d'Angoulême. On peut en trouver aussi à la BNF à travers les donations qu'il y a eu. Mais je me demande pourquoi il n'y a rien à Beaubourg. C'est à Beaubourg qu'il devrait y avoir aussi des originaux. Il y a une planche de Hergé offerte par Fanny Rodwell à l'époque quand il y a eu l'exposition, mais c'est pauvre, une seule planche de bande dessinée, même si c'est Tintin. Pour un musée qui s'est ouvert à la photographie, au design, au dessin d'architecture, etc. Donc on sent qu'il y a eu longtemps un préjugé. On peut penser aussi que le musée d'Orsay, parce que le patrimoine 19e siècle et début 20e siècle est très important, le musée d'Orsay pourrait aussi jouer un rôle. Il arrive dans ces institutions que l'une ou l'autre planche soit présentée, mais on ne sent pas une politique de conservation
systématique en tout cas. Et évidemment, par-delà les planches flatteuses ou non flatteuses, il y a aussi tout ce qui environne le travail d'un auteur, qui peut être des cahiers de scénarios, des esquisses, de la documentation, qui peut aussi devenir extrêmement révélateur et qui là n'intéresse pas le marché privé et les galeries. Il est très peu probable, à part célébrité d'Agostini, qu'on se mette à vendre des scénarios, par exemple. Or, la correspondance autour d'un album peut être quelque chose d'absolument passionnant et décisif. Et donc, constituer un patrimoine de la bande dessinée, et un matrimoine, ne l'oublions pas, c'est aussi collectionner le moins spectaculaire. Oui. Et alors, il y a une chose que tu as un petit peu abordée, c'est la difficulté d'exposer une bande dessinée. Ce n'est pas si simple. Généralement, on la met un peu comme un tableau. Pourquoi pas, mais c'est compliqué à un moment donné d'en mettre 10, 15, 20 l'une à côté des autres. À un moment donné, il y a un effet de saturation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à recréer l'émotion de la lecture, une lecture intime, un livre avec lequel on a un rapport charnel? Comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver ça? Alors, évidemment, il y a des auteurs qui travaillent très grand. J'ai toujours dit, je ne veux pas être exposé à côté d'une planche de Dreuillet parce que c'est tellement spectaculaire, tellement extraordinaire qu'il écrase tout sur son passage. Et donc, il vaut mieux prendre une place un peu à côté. Et il y a des auteurs qui sont très, très, très intéressants, mais qui ont des planches très petites et qui, sur un mur, peuvent être un peu déceptives. Et donc, il y a alors, je ne parle pas de la façon dont on a gérer les reproductions dans des expositions, et on le fait encore quelquefois. C'est extrêmement choquant de voir cohabiter des originaux à côté de reproductions, avec des précisions très approximatives sur ce fait-là, avec pour le spectateur un trouble, puisqu'on y met parfois une Marie-Louise sur ces reproductions. Donc on ne donne pas là, on n'a pas encore créé, je pense, une discipline, une éthique sur la façon d'exposer la bande dessinée. Faut-il l'exposer un peu incliné? Il y a toute une réflexion à avoir on a essayé plusieurs fois de réfléchir à ça, et c'est assez complexe en fait. Oui, alors il y a des dimensions qui évidemment disparaissent, la séquentialité, puisque généralement une page, à part dans le cas de Gag ou dans le cas de Little Nemo, etc., une page généralement n'est qu'un fragment, et donc il arrive que la double page ou la séquence complète, certains collectionneurs en sont conscients et essayent d'acquérir des séquences emblématiques, mais c'est un élément qui peut disparaître. L'humour peut disparaître tout à fait, c'est-à-dire que la page accrochée sur un mur, parfois dans sa solennité, a perdu son vrai sel, qui était sa drôlerie. Il y a évidemment aussi la question de la couleur, puisque beaucoup d'originaux sont en noir et blanc, ce qui révèle la qualité du trait. Par exemple, quand on découvre une planche d'Uderzo, il y a quelque chose qui avait été gommé, je crois que pour certaines personnes ça a été le cas aussi avec le travail de Maurice, quelque chose qui avait été gommé par la couleur et la mauvaise reproduction de la couleur, on ne voyait plus le dessin, tout d'un coup on le voit, mais dans d'autres cas, la dimension colorée était essentielle. Ça, ce sont des premiers éléments. Mais une autre chose, c'est effectivement, est-ce qu'on expose la bande dessinée? Est-ce qu'on fait un musée de la bande dessinée quand on a rassemblé des centaines d'originaux? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de l'entrée dans un univers, de l'entrée dans une lisibilité, dans les confrontations du travail préparatoire et du travail à réaliser, et finalement de l'original et de l'imprimé? Je dois dire que quand je vois la scénographie actuelle du musée de la bande dessinée d'Angoulême, je me dis c'est le seul musée de France, et que pour des novices, je ne conseillerais pas la visite de ce musée comme une introduction à l'art de la bande dessinée. C'est-à-dire j'ai l'impression que on en donne une vision appauvrie et parfois même un peu sévère, un peu triste, tout comme quand on voit dans un manuel scolaire une mauvaise reproduction noir et blanc d'une planche dont toute la magnificence était liée à la couleur, et qu'on va parler de cette bande dessinée alors qu'on la dénature. Donc je crois que la question aujourd'hui d'un lieu qui montrerait la bande dessinée, à la fois comme patrimoine artistique, mais aussi en l'introduisant dans toutes ses dimensions, c'est une question qui reste posée. Il y a eu de belles expositions temporaires
à gauche et à droite, hein, bien sûr, mais on n'a pas de lieu permanent, je crois, qui nous donne une idée de l'histoire de la bande dessinée. On peut le voir avec le musée Hergé, malheureusement, en étant positionné là où il se coupe d'un certain nombre de visiteurs, de touristes internationaux. C'est plutôt une belle réalisation, sinon artistiquement. Artistiquement, c'est magnifique, le bâtiment est magnifique, la scénographie est toujours très réussie, très belle. Simplement, de manière très pragmatique, vous avez un quart de touristes étrangers qui vient passer une journée à Bruxelles, mais il ne peut pas s'extraire pour partir à Louvain pendant 2 heures, rien qu'en transport, pour aller visiter le musée. Il y a cet élément pragmatique à prendre en compte. Le fait que le musée de la bande dessinée soit à Angoulême, autant il est magnifique, mais il est trop loin. Les touristes ne vont pas aller à Angoulême alors qu'ils peuvent visiter Beaubourg, le Louvre et un musée de la bande dessinée à Paris. Malheureusement, il y a aussi cette contrainte capitale qui joue énormément. Moi, je pense que c'est les fondations privées qui vont prendre le relais. Il va y avoir dans les 10-15 ans qui vont venir, il y a énormément de fondations privées qui vont apparaître. On verra des belles collections. Alors après, ce sera soumis aussi au goût de la personne qui montre à la fondation. Donc là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais je pense que ça va se faire. C'est ça l'avenir pour l'exposition des originaux de bande dessinée. Plus les expositions temporaires dont tu parlais. Mais est-ce que ce n'est pas alors une démission de la part des institutions ou finalement le signe que la reconnaissance de la bande dessinée, dont on a des preuves nombreuses, est parfois en trompe-l'œil, qu'elle est peut-être aujourd'hui en trompe-l'œil dans l'enseignement, dans l'université et dans les musées, qui resteraient des bastions qui, au fond, la considérant avec sympathie, ne peuvent pas la traiter avec le même sérieux que d'autres formes esthétiques plus reconnues. Alors par contre, Anne-Hélène a dit quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas forcément relevé, c'est la dation. Pour la première fois, l'État français a accepté comme paiement. Donc, la dation, en fait, dans le cadre d'une succession, ça vous permet de payer les droits de succession en donnant des œuvres d'art. Dans le cas de la succession de FMUR, les 2 sœurs de FMUR ont pu payer leurs frais de succession en donnant des œuvres à l'État français qui a accepté ce moyen de règlement. Donc c'est la première fois que c'est arrivé. Donc je trouve que déjà, pour le coup, c'est une reconnaissance en tant qu'art et en tant qu'art avec une valeur financière de la bande dessinée. Donc je pense que ça risque de changer aussi pas mal de choses dans le futur. Oui, et la Fondation Roi-Baudouin a envie d'avancer sur le domaine de la bande dessinée. Elle a quand même maintenant un petit peu un ensemble de fonds et elle cherche à avoir une réflexion sur ce sujet-là aussi. Mais je ne suis pas sûr que la Belgique accepte encore ce système que la France commence à reconnaître pour la bande dessinée, ce système de la dation qui est soumis à l'acceptation de l'État. Construire un patrimoine, préserver un patrimoine, ce n'est pas seulement préparer des expositions futures, c'est prévoir aussi des usages futurs. Et on sait que certains auteurs ont travaillé avec une très grande conscience technique et ont des œuvres qui ne bougent pas, qui seront toujours parfaitement reproductibles, que d'autres artistes ont travaillé davantage dans le présent sans se soucier de cela, et que des œuvres aussi merveilleuses que Arsac de Möbius ont pu se dégrader au fil du temps. Mais conserver un patrimoine, c'est aussi se dire que les usages de demain peuvent être tout à fait différents et qu'on ne concevra pas forcément de reproduire les livres à la même échelle ou d'en faire la même chose. Je crois que c'est au cœur de ta réflexion dans la donation qui a été réalisée. Oui, il y a une terrible illusion de penser que le fichier numérique serait un peu ultime, comme ça, et que nous ferait une assurance à tout. En réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que tout bouge dans le domaine de l'édition. On voit les papiers changer. Aujourd'hui, on peut imprimer sur des papiers qui ont une présence, qui ont un côté très charnel, qui est vraiment formidable de ce qu'on peut faire. Il y a de nouvelles techniques d'impression, comme l'UV. Là, dernièrement, lundi, j'étais à l'impression d'un livre et on m'a appris qu'on pouvait imprimer maintenant du blanc. La théorie du grain de sable, on le penserait différemment, parce qu'on devait faire des réserves et faire une couleur sur le papier. Donc on voit bien que tout bouge, et les scans bougent aussi. Donc ces 3 éléments, papier, scan et technique d'impression, changent et peuvent nous donner donc une nouvelle façon de regarder les originaux, un nouveau rapport aux originaux, un nouveau rapport aux livres. Et il faudra falloir, c'est dommage évidemment, de se priver de l'original face à ces changements-là. Alors Jean-Baptiste, une question importante, celle des nouvelles générations de talents dont on a vu la fragilité, la précarité, comment
vois-tu le rôle d'un galeriste par rapport aux talents émergents? J'imagine que tous ne se prêtent pas à l'exposition d'originaux, mais on sait que certains auteurs encore jeunes ont atteint des cotes très importantes et c'est devenu pour eux une composante tout à fait fondamentale du métier. Comment se fait le tri? Quel est ton rôle de valorisation sur ce plan-là? Alors moi, par exemple, pour mon programme d'exposition, je pense sur l'année. C'est-à-dire, je ne pense pas exposition par exposition, parce que certaines expositions ne sont pas économiquement viables. Mais ça me permet d'avoir une vision sur l'année, donc de faire des expositions où je sais que je ne gagnerai pas d'argent, mais je vais commencer à exposer des jeunes artistes. Ou même des fois avec des jeunes artistes, on peut très bien aussi faire des expositions qui financièrement sont positives. Donc moi déjà je suis très attentif à la sélection du Festival d'Angoulême. Parce que je trouve qu'il y a toujours une sélection de jeunes artistes émergents dans des maisons d'édition moins connues, en tout cas où naturellement je n'aurais pas tendance à regarder. Donc je suis toujours très attentif à ça. C'est ma première étape, c'est suivre, parce qu'avec plus de 5000 titres par an, on est vite perdu. Donc déjà pour les jeunes auteurs, j'imagine que ça ne doit pas être évident quand vous passez 3 jours ou une semaine dans une librairie avant d'être renvoyé chez le diffuseur. Donc il y a ce premier point, c'est difficile en librairie vraiment d'avoir une vision sur les jeunes artistes. Donc moi je me base sur d'autres personnes comme le Festival d'Angoulême et leur sélection. Ça c'est la première chose. Après vous pouvez suivre aussi les écoles de dessin, parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qu'on peut repérer déjà à ce moment-là, de voir leur confirmation ensuite au niveau narration, parce que c'est pas... On a la chance d'avoir une génération de dessinateurs et dessinatrices qui sont très doués, mais après il faut qu'ils aient un univers avec eux. Il faut qu'ils aient aussi une forme de narration réussie. C'est de la bande dessinée, c'est la réussite entre le dessin et le récit. Voilà. Donc ça fait qu'il faut être attentif à tout ça. Ensuite, il y a une jeune génération d'autrices qui émerge, très investies, très concernées aussi donc, par leurs droits et par le besoin de vivre aussi, parce que ça, comme tu le disais, ça consiste en un complément de revenu très important. En ce moment aussi, les rémunérations dans l'édition, vu le nombre d'auteurs, sans prépublication, parce qu'avant il y avait la prépublication qui faisait vivre aussi les auteurs et les autrices. C'était un sujet important pour eux, cette prépublication. Maintenant, ils sont lancés dans le bain de l'édition directement. Si le livre ne marche pas, mais le deuxième tome n'est pas toujours signé en fonction de la politique de la collection ou de la maison d'édition. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus précaire. Voilà. Donc, la vente d'originaux constitue un revenu quand même important et nécessaire à leur création et à leur vie. Mais est-ce que tu vois une nouvelle génération d'acheteurs qui sont prêts à faire confiance à des talents émergents et à ne pas simplement être fascinés par les grands noms du patrimoine? Parce que finalement, si on veut que... et là, j'oublie l'aspect... patrimonial, mais vraiment ce lien dynamique que les galeries peuvent avoir avec la création en train de se faire, cette création dont on sait qu'elle est en partie numérique, donc il y a certains qui continuent à être attachés aux originaux papier. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens prêts à faire confiance, prêts à parier sur des talents, même encore en devenir et non confirmés? Là, pour le coup, c'est la plus-value que nous, on peut apporter. Quand on a la chance d'exposer Enki Bilal ou Christophe Blain ou Nicolas de Crécy ou Catherine Meurice, le fait de présenter un jeune auteur ou une jeune autrice à côté, dans le programme de l'année, ça rassure aussi les collectionneurs. C'est la première étape. Ils se disent, bah, tiens, si telle jeune autrice ou tel jeune auteur est présent dans cette galerie, c'est que ça a été sélectionné par l'équipe de la galerie, donc il y a sa place. Donc déjà, ça rassure. Pour le coup, c'est un élément important. Et là, c'est la carte que nous, on peut mettre en avant. Voilà. Après, on est sur des budgets moins importants aussi. Tout est en corrélation. C'est-à-dire un jeune auteur qui sort sa première bande dessinée. Il y a une époque, il y a quelques années, où dans certaines galeries, où on mettait 2000, 3000 euros pour un premier album. Je ne comprends pas pour le coup. Une cote, ça se crée, ça s'entretient. Vous pouvez afficher le prix que vous voulez sur un mur. Si la planche n'est pas vendue, la cote, c'est 0. Voilà. Donc moi, j'ai toujours prôné un engagement de faire 3 expositions avec les jeunes auteurs ou les jeunes autrices avec qui je travaille. C'est-à-dire que c'est un engagement réciproque. Moi, je m'engage à faire 3 expos. Lui ou elle doit s'engager à faire 3 expositions aussi avec moi, parce que la première exposition peut très bien marcher ou ne pas marcher, mais à partir du moment où je lui ai demandé de venir exposer, j'ai confiance dans son travail. Et c'est mon goût qui prime. Donc je considère qu'avec cette exigence-là, ça vaut la peine de se battre sur plusieurs expositions pour installer l'auteur ou l'autrice dans le patrimoine.
Alors une question un petit peu impertinente, mais qui rejoint une réflexion de François. Est-ce que tu exposes les planches et les dessins de l'autrice ou de l'auteur en train de travailler, ou est-ce que tu essayes de lui passer des commandes ou d'insinuer un développement spécifique pour le travail dans la galerie? Est-ce que, d'une certaine façon, tu deviens producteur parce que tu penses que la planche de BD à elle seule ne suffit pas à attirer? Alors déjà, je n'interviens jamais sur le processus de création d'une bande dessinée. Je vois très bien à quoi François faisait référence. Ce n'était pas moi. Donc je n'interviens pas sur le processus de création. En revanche, dans une exposition, là on rejoint l'aspect scénographique. Quand vous exposez 40 planches d'un album, ça peut être assez rébarbatif quand même. Parce que d'aligner 40 planches avec les mêmes formats et tout. Donc le fait d'avoir des illustrations couleur ou noir et blanc, avec des différents formats, ça nous permet de créer une vraie scénographie, ou en tout cas de rythmer différemment et d'avoir un intérêt. Voilà. Donc, nous aussi, on a une politique à la galerie qui est de faire pas mal d'éditions, donc de faire des tirages de luxe, donc en collaboration avec les grandes maisons d'édition. Nous, on travaille beaucoup avec Dargaud, Dupuis, Casterman. On a la chance de pouvoir acheter les droits pour faire une édition spéciale. Et là, ça rejoint le fait qu'on puisse présenter des crayonnés, des croquis, des croquis de couverture, de storyboard aussi. Par exemple, on avait fait le tirage de luxe du Blueberry de Christophe Blain et on avait présenté l'intégralité de son storyboard dans cette édition de luxe. Là, il y a un vrai intérêt par rapport juste à la bande dessinée. Vous avez tout le travail de création, de réflexion de l'artiste. Donc ça, nous, on a cette politique d'accompagner autant qu'on peut les expositions d'édition spéciale, voilà, qui sont destinées, il est vrai, à plus un public spécialisé, mais au moins on peut y trouver des choses que vous n'avez pas dans les versions classiques. Voilà. Mais ce que fait aussi très bien les maisons d'édition classiques, quand elles ont le temps de faire ça, elles le font aussi. Mais c'est aussi un argument de vente. On accompagne, on publie plein de choses qui peuvent donner encore plus envie, ce qui est normal. Je vais terminer par une question plus personnelle. François, tu as, au fil des ans, rassemblé un certain nombre de planches, souvent d'auteurs américains, parfois d'auteurs européens, quelquefois de collègues, mais ce sont surtout des grands ancêtres qui sont sur tes murs. Qu'est-ce que cette confrontation à l'original, à des styles graphiques parfois très différents du tien, apporte à ton travail? En fait, c'est beaucoup de planches américaines, je dois avouer, parce que j'ai l'impression que la bande dessinée est un peu née là. Et elle était faite pour le journal, et le format est toujours assez impressionnant. Et c'est vrai que passer devant une Herriman, une Crazy Cat, passer devant une Milton Caniff, un Harold Foster, c'est un enchantement, parce on est un peu au cœur même pour moi, de l'écriture bande dessinée, la qualité de la typo, le jeu avec le noir, le blanc. Et moi, j'y trouve toujours un enseignement. J'ai toujours des choses à scruter, à regarder. Il y a toujours des choses qui m'apprennent énormément dans ces planches. Voilà, l'heure de la conclusion est arrivée et la conclusion sera brève, comme promis, d'abord parce qu'il n'est pas question de résumer cette journée très riche dont vous avez suivi tout ou partie, dont vous pourrez retrouver les éléments que vous avez manqués sur Internet dans quelques jours, puisque c'est une des forces du Collège de France que de garder une mémoire de ce qui y est présenté. Nous avons senti, je crois, des avancées importantes, des pistes de recherche, de l'enthousiasme, de l'optimisme finalement. Je crois que nous avons senti, en tout cas je sens qu'il y a ce développement de la bande dessinée à la fois dans sa dimension, disons, narrative et littéraire, avec le roman graphique, avec la bande dessinée de poésie évoquée par Yann Battens, avec les bandes dessinées de non-fiction, donc toute une direction qui nous donne des expériences de lecture extrêmement fortes et qui permet à la bande dessinée peut-être de toucher à des sujets, des mondes, des sensibilités, des émotions qu'on aurait cru il y a une trentaine d'années inaccessibles à la bande dessinée. Être capable de faire ressentir de l'émotion dans une bande dessinée, c'était une question qu'Hergé se posait en 1948 quand il était en pleine crise. Est-ce que la bande dessinée peut y arriver? Je crois qu'aujourd'hui, oui, elle l'a fait. Et puis, cette autre dimension que nous venons d'évoquer, qui est celle de l'esthétisation de la bande dessinée, de son artification, disent certains, ce qui fait qu'elle se tient
et je crois qu'elle continuera à se tenir toujours, et suivant les sensibilités des uns et des autres, qu'elle se tient dans cette position qui reste inconfortable. Ce petit livre est d'une nature mixte, disait Töpfer, distinguant les dessins autographiés et les quelques lignes de texte, cette forme qu'il jugeait inséparable, mais qui a maintenu toujours la bande dessinée sur cette corde raide entre le monde des arts plastiques, finalement, le monde du dessin, le monde presque pictural, et un monde plus littéraire, plus narratif. Ces deux dimensions sont là, elles sont à la fois indissociables et régulièrement dissociées dans nos expériences de lecture. Regarder une page sur un mur, ce n'est pas la lire. Lire une bande dessinée, c'est parfois entrer dans un dessin qui au départ ne nous concernait pas. Et peut-être que cette mixité, appelée par certains impureté ou hybridité, explique à la fois la force extraordinaire de la bande dessinée, capable comme ça de relier les deux hémisphères de notre cerveau, deux parties de notre sensibilité, comme le disait Thierry Smolderun dans des articles anciens, mais en même temps explique certaines de ses difficultés. Et n'étant ni tout à fait d'un côté, ni tout à fait de l'autre, sa légitimité reste encore à construire, reste fragile, mais votre présence ici, aujourd'hui, est le signe que de beaux jours nous sont encore réservés, lui sont encore réservés, quoi qu'il se passe. Merci beaucoup.